Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à TexWorld Paris. Je suis Louis Gérin, des directeurs artistiques du salon et aujourd'hui nous allons faire ensemble une lecture du trendbook de la saison dédié à l'automne-hiver 2024-2025 intitulé Après vous, After You en anglais, qui va nous présenter la mood de la saison et nous entraîner dans l'esprit de la saison afin de voir les couleurs, les esprits, les matières, les touchés et l'ensemble des inspirations pour la saison. Alors par contre, juste une petite chose, j'ai oublié de prendre le bip pour changer les slides. Du coup, ils vont me l'apporter. Alors, en attendant qu'ils m'apportent le petit bip pour changer les slides, quelques mots sur la Trend Table TexWorld. Donc, comment travaillons-nous chez TexWorld? Nous sommes une Trend Table multidisciplinaire composée de stylistes, modélistes, bien évidemment, artistes indépendants, merci beaucoup Mario, artistes indépendants, des architectes, des sociologues, des journalistes, également nous avons aussi un psychologue dans notre équipe. Et nous nous réunissons 2 fois par an afin d'établir d'établir et de noter pour votre connaissance nos repérages de ce que nous appelons les micro-signes de la saison et leur interpénétration des problématiques de la société afin de créer les thématiques de tendance de l'année. Notre présentation d'après vous va se dérouler en 2 parties. Nous allons d'abord voir ce que nous appelons les signaux. Ce sont ces fameux micro-signes que nous avons analysés dans la société. Ce sont des problématiques qui sont présentes à différents endroits du globe simultanément, sans que les personnes se connaissent. Et du coup, repérant ces micro-signes, on se dit, il y a quelque chose. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment ces micro-signes, comment ces préoccupations, comment ce qui meut la population, comment ce qui nous inquiète, comment ce qui nous préoccupe, puisque bien sûr, nous, on s'intéresse aux consommateurs, mais avant d'être consommateur, un consommateur est un humain et il a des sentiments. Et du coup, en tant qu'humain, nous avons une réflexion cognitive importante, c'est d'ailleurs un petit peu l'idée de la thématique de la saison, qui va connecter ces problématiques et donner l'esthétique de la saison. Cette saison, c'est après vous. Vraiment, nous n'en ferons rien. Nous n'en avons rien fait d'ailleurs parce qu'après vous, il y a la vie, plus belle peut-être même. La terre était désolée, vidée et affligée de nous voir supporter. Alors, je vous en prie, après vous. Merci de votre collaboration, mais vos services ne sont plus requis. Comment introduisons-nous la chose? Je pense que vous l'avez compris. C'est une problématique grandissante. C'est ce qui enveloppe à peu près l'ensemble de nos préoccupations aujourd'hui. Et on va voir que l'ensemble des points de préoccupation des consommateurs, de l'humain sur cette saison, se focus autour de cette problématique qui est, je vous le donne dans le mille, ce qui va tous nous tuer, le réchauffement climatique. Super. Juste avant moi, on avait un panel de discussion sur le développement durable, la sustainability, à titre individuel, à titre commun, dans la mode. Quel est le rôle de la mode dans le développement durable? C'est quelque chose aujourd'hui que la mode elle-même se pose comme question, puisque est-ce que le terme de mode même est compatible avec un développement durable et un développement raisonné, une consommation effrénée, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est un petit peu pour ça aussi que je suis là, c'est pour vous donner les clés qui vont vous ouvrir les portes et les bras et les porte-monnaies des consommateurs, mais tout ceci est finalement une démarche antinomique du désir et de la population et du désir des sociétés, des entreprises, des personnes physiques ou morales. Notre première thématique, c'est cette radiation. Il ne reste pas grand-chose ou à peine reconnaissable. Des fossiles un peu monstrueux, des restes d'humanité déformés. Notre souvenir est une cour des miracles. La beauté est désormais pour les autres. Effectivement. Si ça pète, qu'est-ce qui va se passer? On va tous cramer. Et du coup, qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Des débris, des déchets, des choses froissées, des esprits complètement déformés. Un futur, qui n'est pas prévisible, mais qui est quand même prévu dans une dimension dramatique avec cet esprit de radiation, de miroirs éclatés, d'images déformées, de corps mutilés, de manque d'eau, de réserve.
réserve comment, il y a une espèce de projection et de parallèle qui se fait en fait dans cet esprit de radiation de l'humain avec cette espèce d'esprit atomique. Vous avez vu d'ailleurs, est revenu au goût du jour sur Netflix un documentaire sur Fukushima où la conclusion est qu'il a fallu 5 ans, je crois, pour construire cette centrale qui a dévasté des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de côtes. Et elle a été en exploitation pendant 40 ans, elle a explosé, et bien toute cette côte, elle est foutue pour 4000 ans. Et bien voilà, c'est ça la radiation, c'est ça la connerie de notre personnalité, c'est nous la radiation, c'est nous l'humain qui détruisons notre monde autour de nous, c'est nous qui nous piétinons nous-mêmes, c'est nous qui ne nous respectons pas, c'est une radiation nocive, c'est un esprit nocif que cette consommation effrénée. Cette consommation effrénée, eh bien, en fait, on veut la freiner, justement, on veut se focaliser sur les choses essentielles, on veut se retirer du superflu. Du coup, on se focus grandement sur les aspects monolithiques des choses. Les choses compactes, les choses à la fois organiques et compactes, le surdimensionnement des éléments très figés, des éléments inscrits dans l'espace, des éléments qui apparaissent comme des monolithes, des éléments du passé qui, eux, ne bougeront pas. Regardez, il nous reste les souvenirs des temples, les ruines d'Athènes, les ruines de Rome. On retrouve aujourd'hui des traces de civilisations passées. On peut parler des nouveaux temples et des nouvelles découvertes qui ont été faites en Turquie, sur le site de, par exemple, le nom m'échappe, mais il a été découvert, je ne sais pas si vous êtes au courant, un site en Turquie, en fait, qui montre eh bien, qu'à une époque où nous n'étions encore que néandertaliens, ou bien avant le néandertal, eh bien, on avait déjà connaissance de l'agriculture, on avait déjà une civilisation qui avait appris le développement d'une écriture, mais finalement, nous, on l'avait placé beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui, on est en train de remettre tout ça en cause parce que finalement, il n'y a que le monolithe, il n'y a que l'aspect restant massif de témoins du passé, ce qu'on ne pourra pas détruire, comme les pyramides, le sphinx, les temples incas, des choses qui resteront pour toujours gravées dans la pierre. Donc cet esprit vraiment monolithique, pierreux, précieux, des esprits très simples, géométriques, et à la fois aussi des géométries qui sont issues de la digitalisation, puisqu'aujourd'hui on est dans une vision distordue du monde, on ne peut plus parler d'une simple géométrie physique, on est vraiment dans une nouvelle dimension, et c'est bien ce qu'indique notre titre « Après vous », qui suit la saison précédente qui était « Premier sens », qui est cette fusion en fait de l'humain avec ce monde digital. Beaucoup d'images, vous allez le remarquer, et de plus en plus, il est impossible de faire la différence entre la réalité ou l'illusion. La réalité d'une peinture, l'illusion de la réalité réalisée par l'homme, ou alors la transcription de la réalité, ou alors, comme ici, des images générées par intelligence artificielle ou images de synthèse pour eh bien, créer l'illusion d'une réalité et tenter finalement eh bien, donc, de préserver ce que l'on a. Puisqu'on l'a vu, on a bien conscience que nos radiations sont toxiques, on a bien conscience qu'il ne restera que le massif, il ne restera que le solide, alors tentons de préserver. Des idées d'emballage avant de transporter, des idées d'emballage de la nourriture, puisque finalement ce réchauffement climatique, qu'est-ce qui va nous poser comme problème? Il va nous poser des problèmes pour nous nourrir, il va nous poser des problèmes pour pouvoir sortir, pour respirer, pour eh bien, tout simplement cultiver l'ensemble de ce qui nous meut pour l'agriculture, mais aussi pour la mode. Donc c'est vraiment tout un ensemble en fait et une réflexion sur la préservation avec bien sûr ces parallèles de préservation nocive du plastique, une nouvelle vie sans plastique, mais aussi un plastique qui permet de préserver indéfiniment. On va toujours être en fait dans une espèce de pensée dichotomique de nos désirs d'humains, de nos désirs de consommateurs, partagés à la fois, comme je l'ai dit en introduction, entre ce qui nous meut, donc ce désir de mode, ce désir de nouveauté, de renouvellement, de toujours être dans la nouveauté du monde finalement, et en même temps de remarquer que cette nouveauté permanente nous détruit à petit feu. Alors comment faire un chemin tâtonnant? Peut-être construire des armures
on va retrouver dans l'art digital et particulièrement dans les représentations générées pour la digital fashion, qui est aussi le propos autour d'ici, eh bien toutes ces idées d'armure. Un exemple, quel a été le premier produit commercialisé de digital fashion? Eh bien, c'était les armures Louis Vuitton qui étaient dans, je crois, Minecraft ou un autre truc comme ça. Je ne suis pas super top des jeux réseau, mais en tout cas, toujours est-il que les premiers produits de fashion design digitaux qui ont été vendus à des consommateurs de façon digitale, ce sont des armures. Et aujourd'hui, c'est quelque chose vers lequel le consommateur se dirige, observe la nature, puisque toujours dans cette dichotomie de destruction, il faut bien observer pour savoir ce qu'on est en train de détruire ou ce qu'il ne faut pas détruire, ce qu'il faut protéger. On a aussi cette idée de protection, de carapace, de protection contre les radiations qu'on a vues précédemment, de protection et de préservation. Ce sont des armures naturelles, inspirées de la nature, inspirées de ce qui finalement pourrait éventuellement marcher, puisque notre conclusion à ce stade, en tout cas dans le stade de notre réflexion, elle est que on fait beaucoup de conneries en tant qu'humains et que le biomimétisme est finalement une excellente solution puisqu'il nous permet de trouver des solutions technologiques et d'avenir copiées sur la nature, mais qui nous permettent en fait d'avancer. Donc cette idée d'armure, de vie qui va pouvoir se développer, mais qui va pouvoir se développer avec protection, avec des réactions en fait au monde qui l'entoure, avec une idée de repoussement et surtout d'armure, de carapace. Cette carapace et ces armures, elles font écho aussi à ce mouvement perpétuel, ces volutes créées par la nature, cette croissance perpétuelle, puisque, on l'a dit, on le sait tous, on est sur une planète finie, donc c'est bien pour ça qu'on ne peut pas consommer jusqu'à l'infini, mais en même temps, cette planète finie, elle est dans une perpétuelle évolution. Elle est, et c'est aussi quelque chose qui est très important actuellement dans la réflexion globale et qui a pénétré les consommateurs de façon beaucoup plus profonde, c'est la conscience de l'entièreté et de l'unicité de notre planète, de notre monde. Une seule boule, un seul ensemble de particules, d'un seul tableau d'éléments qui constitue tout l'univers, un seul arrangement spécifique, un mouvement en fait chorégraphique qui s'est créé à un moment T et qui a créé la vie, ces volutes absolument incroyables qui ne cesseront pas d'exister, qui ne cesseront pas d'évoluer. Mais d'évoluer vers quoi? Alors ça, c'est bien toute la question qu'on se pose, puisqu'on est en train de tout niquer, on est en train de s'en prendre plein la tête, il y a des radiations de partout, on veut se protéger, etc., etc. Donc, on va avoir une espèce de recherche de beau, de recherche de sécurité. On va essayer de copier le monde floral afin de vraiment recréer cette vie, de donner en fait ces esprits, ces esprits, pardon, c'est un peu chelou la liaison, ces esprits, encore une fois, ces esprits, bon, cet esprit, en mouvement, cette croissance permanente du monde, de la vie en fait, qui tourne, qui se crée. Donc voilà, un élément à la fois très gracieux, mais qui va aussi se retrouver dans des volumes très digitaux, comme ces espèces de guimauves, de marshmallows qu'on a eu très précédemment, mais qui va aussi se confondre avec l'animal, ces esprits d'écailles enroulés comme un serpent, comme une carapace finalement, comme un coléoptère qui se roulerait sur lui-même, comme des fleurs, les belles de jour, qui se ferment la nuit pour se protéger. Vraiment un fripé froissé, tout en volute et tout en mouvement, pour arriver à une éclosion, puisque quel est le but de ce mouvement perpétuel de la nature? C'est la vie, l'éclosion de la vie. On va avoir sur cette saison un énorme focus sur les champignons, avec beaucoup de références à cette nouvelle forme de vie que finalement on a analysée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça non plus, mais finalement les champignons avaient été classés parmi les espèces végétales, et il semblerait que les champignons ne sont ni une espèce végétale,
végétale, ni une espèce animale. C'est une espèce à part entière, ce sont les mycéliums. Et les mycéliums jouent, et on le sait aujourd'hui, on l'a découvert récemment, un rôle plus que majeur dans la photosynthèse, dans la vie sur Terre. Il semblerait, ce sont des choses qui sont en confirmation, que le réseau mycélien, l'ensemble des petites racines qu'on ne peut pas voir, qui recouvrent l'ensemble de la Terre, puisqu'ils se touchent. Hein. Nous, on marche sur un sol et nous, on est on est dans un monde fini. Mais si vous voulez, quand on rentre dans la dimension du microscopique, on arrive dans la dimension de l'infini. Et ce que nous, on peut percevoir dans la réalité de ce que sont les champignons ou d'un réseau qui constitue la Terre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de la Terre à la surface de toute la Terre. Il n'y a pas de disjonction entre les plaques, entre les trucs. Et bien, c'est ça qui permet en fait de croire et de penser qu'il y a bien un végétal, un animal, en tout cas un mycélium, qui est réparti sur la surface du globe, qui se touche à tous les endroits, puisqu'il y a de la terre de partout. Donc il ne va pas arrêter de pousser d'un endroit à l'autre, ou en tout cas il va toucher son copain, et qui lui permet en fait de communiquer. Eh bien c'est peut-être cette communication, cette éclosion de l'idée, cette idée du champignon, c'est peut-être ce champignon finalement qui a remarqué qu'on faisait que de la merde et qui est en train de prévenir la Terre qu'il faut vite nous dégager, parce que sinon on va tous crever. Donc c'est l'éclosion d'une idée, l'éclosion de la vie, à travers cette image champignonnière, cette image aussi de pourriture, puisque finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on ne réagit pas, on est en train de pourrir, on est en train de se pourrir la vie, on est en train de se pourrir notre planète, on est en train de se polluer. Et finalement, si on regarde à notre échelle et qu'on la compare à une échelle microscopique, est-ce qu'on n'est pas en train de moisir? Est-ce qu'on n'est pas en train de produire de la moisissure de nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exulter des gaz nocifs? Est-ce qu'on n'est pas en train de produire des déchets nucléaires qui ne pourront jamais se résorber et qui attaqueront la Terre ad vitam aeternam, comme, je vous le donne en mille, de la moisissure des micro-organismes. Donc c'est vraiment ce jeu d'éclosion, une éclosion d'une vie qui va donner naissance, mais une vie aussi qui va détruire, détruire et se substituer à elle-même une vie suite à la vie, puisque c'est finalement le sens de l'évolution. Avant nous, il y avait autre chose, l'autre chose, il n'est plus là. Donc là, aujourd'hui, c'est nous. Mais après nous, il y aura sûrement autre chose. Et c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a après nous? Peut-être peut-être la nature, peut-être une beauté simple des choses, peut-être redécouvrir tout simplement et glorifier, comme on l'a dit, la moisissure, tout ce qu'on a pu repousser finalement, tout ce qu'on a voulu jeter. On sait qu'aujourd'hui, un des grands problèmes de la consommation, c'est qu'un objet ou une consommation qui a été construite avec une industrie derrière, en fait, elle est vouée à devenir un déchet très rapidement, plus rapidement qui a été son cycle de production. Donc finalement, peut-être que la production, peut-être que la consommation, ce n'est pas une consommation de nouvelles choses, mais c'est de laisser vieillir les choses, de les voir pourrir, de les voir devenir mortes, parce que finalement, c'est peut-être quand elles sont mortes qu'elles sont sublimes, puisqu'en fait, elles sont mortes pour nous, puisqu'elles ne sont plus vivantes, mais en fait, elles sont encore en train de vivre, elles sont en train de pourrir. Donc ça, c'est finalement aussi cette allotropie, et je vous l'ai dit, j'ai parlé de cette dichotomie qu'on avait, et tout ça, en fait, peut, nous, c'est ce que nous avons pensé, en fait, venir de pensées anciennes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie hygiéniste. Il faut quand même savoir qu'au début du 19e siècle, tout ce qui est notre habitude courante aujourd'hui, nettoyer à l'eau de Javel, nettoyer les surfaces, se laver les mains, se curer sous les ongles, se brosser les dents, se laver les cheveux, prendre un bain tous les jours, mettre des affaires propres, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème à ça. En fait, le monde, on vivait dans de l'odeur, en fait. Ça puait de partout. Je vous conseille un livre, d'ailleurs, assez complexe qui s'appelle « Le miasme et la jonquille », qui raconte cette évolution de l'hygiénisme. Mais c'est sûrement, en fait, notre théorie hygiénique et de préservation de nous-mêmes qui nous pousse à nous détruire nous-mêmes. On peut penser à quelque chose de simple, le plastique. On a mis du plastique partout pour se préserver des microbes. Et qu'est-ce que c'est en train de faire, ce plastique? C'est en train de nous étouffer, c'est en train de nous recouvrir, c'est en train de faire une couche à la surface de la Terre, comme si on avait une strate de plastique, en fait, comme si on emballait une orange. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on emballe une orange dans du cellophane? Vous avez déjà vu, vous avez déjà emballé un fruit de façon hermétique dans un sac plastique, c'est pas beau à voir, quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça produit de la chaleur, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et après, ça pète et ça moisit et ça meurt.
Du coup, nous, ben, on n'est pas trop neuneux. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, il y a des gens peut-être qui anticipent un petit peu sur nous. Regardez, je vous remontre ce projet que vous connaissez tous, vous en avez sûrement entendu parler, The Line, en Arabie Saoudite, du groupe Neom. Neom est un énorme groupe d'investissement financier qui a récolté, en fait, qui a été monté par le nouveau roi d'Arabie Saoudite, qui regroupe l'ensemble des finances de l'Arabie Saoudite pour faire de l'Arabie Saoudite l'Eldorado sur Terre. 6 sites sont actuellement en cours de construction. Ces 6 sites sont au niveau de The Line. Je ne sais pas si vous avez entendu. Qui n'a pas entendu parler de The Line? Personne. Donc vous voyez, vous avez en conscience qu'il y a un projet pharaonique, plus grand que ce qui n'a jamais été fait sur Terre, qui est la plus grande construction qui n'aura jamais été faite, qui est vouée à durer des millénaires, qui intègre toutes les nouvelles technologies, qui intègre tous les phénomènes climatiques pour demain, tous les phénomènes d'utilisation de l'énergie, de renouvellement de l'énergie, de préservation de l'énergie. Et curieusement, il y a des gens sur Terre qui sont en train de se faire quoi? Une arche de sauvetage. Vous avez tous vu les films catastrophes. Mais alors, pourquoi nous, on ne fait rien? Pourquoi nous, on ne prévoit pas? Eh bien, en fait, c'est ça, Troglodyte. C'est que cette idée, elle va arriver incessamment sous peu. Vous aviez déjà les survivalistes qui faisaient des provisions de boissons, etc. Mais bientôt, vous allez avoir les je ne sais pas quoi, climat survivalistes, qui vont, eux, faire des caves fraîches pour pouvoir y aller, pour pouvoir survivre tout simplement. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'humain. Quand il y a eu le réchauffement climatique qui a buté tous les dinosaures, qu'est-ce qui a survécu? C'est les mulots qui vivaient, enfin, ce n'étaient pas des mulots vraiment, on va dire, approchant des mulots, qui vivaient dans les profondeurs de la Terre, donc du coup, ils ne se sont pas fait cramer. Et c'est de là qu'après, on a encore évolué, que la vie, elle a encore continué et qu'on a pu survivre. Donc finalement, cette idée d'aller sous Terre, cette idée de construire des gigastructures pour demain et pas pour aujourd'hui et pas pour se faire plaisir aujourd'hui ni pour se faire plaisir demain, juste pour survivre demain, pouvoir survivre dans des conditions qu'on ne connaît pas et qu'on fait semblant d'ignorer aujourd'hui, eh bien c'est cet esprit troglodyte, donc un esprit qui va nous ramener vers des aspects préhistoriques, des pierres taillées, des esprits organiques comme des racines. On va avoir aussi tout ce qui va être la ponte des œufs comme les insectes, puisqu'on l'a vu, il y a cette idée de carapace. Et qu'est-ce qui vit sous terre? Essentiellement, qu'est-ce qui pond ces œufs sous terre? C'est les insectes. Il y a beaucoup plus dans les familles animalières d'insectes qui vivent sous terre que de mammifères ou que d'oiseaux. Il y a très peu d'oiseaux d'ailleurs qui vivent sous terre. Donc finalement, eh bien, on va avoir cette espèce de vision à moitié insectisante, à moitié aliénesque, puisque aujourd'hui, encore une fois, comme on avance de plus en plus dans le métaverse, on se connecte dans des univers parallèles, des univers qu'on a voulu rêver généralement de science-fiction, qui s'intermêlent avec la réalité, ce qui n'existe pas. Et du coup, eh bien, on crée cette espèce de paysage fantasmagorique, et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats comme The Line, où la réalité devient, où le fantasme, la fiction devient réalité, et on reconstruit le monde d'une nouvelle façon. Donc voilà un petit peu pour les choses qui nous préoccupent. Et maintenant, on va voir en fait, eh bien, à quel point en fait, ces préoccupations s'interpellent, s'entremêlent pour créer la tendance de demain. Le premier esprit, eh c'est celui du in memoriam. Bye bye, salut, ciao. On s'en souviendra bien, c'était très beau. Merci d'être passé. Et puis, à demain, les amis. Donc oui, effectivement, on a bien fait la fête. Il en reste des restes. On s'est bien tous entretués, on s'est bien tous mélangés, on a bien consommé, on a consommé, on a préservé, on a voulu garder, on a voulu marquer dans le marbre, on a voulu marquer de notre empreinte, on a voulu domestiquer le monde. Et voilà, eh ben, ça nous a pété à la gueule. Et tout ce qu'on retrouve, eh bien, c'est ça. Une morsure, une mantille micellaire comme un enterrement, une douce évanescence comme une âme qui s'envolerait, des souvenirs encapsulés de notre passé, le peu qu'on a pu emporter avec nous avant que ça crame dans les profondeurs de la terre, cette peau minérale, puisque notre peau finalement, elle a brûlé, il ne reste que les cailloux, ces coquilles ruchées, ces esprits entrelacés de ces volutes qu'on a vu voir, de cette nature à la fois très minérale et en même temps très organique, une nature rêvée, ce mycélium, cet esprit de floraison, ces volutes
ce tournoiement de la vie qui va vraiment créer dans un aspect minéral une structure très importante et surtout une gamme de couleurs qui va osciller entre un rose d'une vie radieuse passée, ou aussi ce qu'on a appelé passiva aggressiva, un rose flash que vous avez vu beaucoup dans la saison. Généralement, on va trouver dans les saisons les roses et les roses doux et intenses quand tout va mal. Plus le rose va s'intensifier, plus ça veut dire que ça va mal en fait. Plus on va aller vers le rose fluo, vers des couleurs super flash, c'est vraiment pour se sortir de cette torpeur et pour contraster, comme on peut le voir ici, avec cette poudre brute, ce souffle infini, ces esprits de la nature qu'on a toujours en mémoire, qu'on a un peu détruit par notre désir égoïste de consommation et qui finalement nous pousse à ce in memoriam, cette compilation de nous-mêmes qu'on aurait pu mettre en sac et emporter, puisque finalement, il n'en reste que des miettes. Notre deuxième thématique, c'est ce qu'on a vu, comment substituer, comment sauvegarder la vie, c'est ce in vitro. On va retrouver tous ces esprits, je vous l'ai dit, de volute, de construction, mais plutôt cette fois-ci dans un esprit très digital. Avant, on faisait des enfants dans des éprouvettes, c'est bien le terme du in vitro, la culture de cellules en laboratoire. Et bien maintenant, nous, on est in vitro dans le métaverse, puisque dans le métaverse, pourquoi on ne pourrait pas avoir un enfant ? Pourquoi moi, tout de suite, là, je ne pourrais pas avoir des jumeaux dans mon métaverse? Il n'y a aucune frontière à ça. Je peux créer le monde que je veux. Je peux faire devenir mon avatar qui je veux. Je peux prendre la forme que je veux. Je peux même être une pomme. Et d'ailleurs, on le trouve dans la société aujourd'hui. Ça, j'en ai pas parlé. Je ne sais pas si vous avez entendu. Bien sûr, il y a cette question du genre. On peut devenir Yel, on peut devenir il, on peut devenir elle à chaque instant. Maintenant, notre corps, notre physique n'est plus ce qui détermine notre sexe. C'est nous-mêmes, par notre Saint-Esprit, j'ai envie de dire, qui choisissons. Mais figurez-vous qu'il y a des gens, j'ai lu des articles très intéressants, qui, eux, ne se projettent pas dans l'humain, ils se projettent dans des objets ou dans des animaux. Donc j'ai ainsi lu l'interview d'une personne qui, lui, se caractérise comme grenouille. Mais ça n'a pas d'impact dans sa vie. Lui, il est juste grenouille. Et il y a un autre garçon qui, lui, était, je crois, bois. Ok. Tu t'appelles comment? Je ne m'appelle pas, je suis bois. Ok. C'est pas il ou elle, c'est du bois. Moi, j'ai du mal à saisir, mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils veulent ça. Et c'est bien ce qu'ils font dans le métaverse, ils s'inventent une vie, c'est bien ce qu'ils font ici sur Instagram aujourd'hui. Ils s'inventent une vie, ils se créent un personnage, ils se mettent des masques digitales sur la tête, puisqu'aujourd'hui, finalement, quand on paraît sur les réseaux sociaux à 99% du temps, 95% des gens, on paraît avec un masque et on ne paraît pas dans sa réalité. On cultive finalement in vitro notre propre vie, on raconte in vitro notre propre histoire et du coup on s'amuse à faire des matrices, des mélanges, des couleurs. Tout ça est très joyeux, tout ça est très amusant, tout ça crée beaucoup d'animations et de couleurs, mais tout ça n'est finalement pas très porteur de lendemain. Malgré tout, on va retrouver dans la sélection colorée, ou en tout cas dans la transcription colorée, cette idée, ce refuge en fait du in vitro, de cette vie qui serait meilleure si elle était ailleurs, avec ce rose pâle, encore une fois, ce refuge, encore le bleu ciel, le refuge. Alors ça, il faut savoir, et le vert intense, le pom-pom, alors là, c'est un peu plus technique. Mais il faut savoir que les couleurs, en fait, n'existent pas. Ce ne sont qu'une perception d'une retranscription des informations physiques de la lumière qui rebondissent sur la matière et que nous traitons sous forme de couleurs à travers notre œil. L'interprétation colorée que nous en donnons n'est que notre connaissance culturelle et la synthèse que nous en faisons, mais la couleur, elle, n'existe pas. Ce qui nous permet tout à chacun de reconnaître les couleurs, c'est quelque chose qui est inscrit en nous, de façon immuable et de façon génétique et qui nous permet d'étalonner les couleurs dans notre vision et dans notre cerveau de façon totalement inconsciente. C'est le bleu ciel qui ne bougera jamais, qui n'a jamais bougé.
c'est celui du ciel, et c'est le vert, celui des plantes. Parce que les plantes, elles ont toujours été là, et il faut bien savoir que les plantes nous sont supérieures en intelligence, en développement. Elles ont des systèmes en fait qu'on ne découvre seulement qu'aujourd'hui. Par exemple, on vient de découvrir très récemment que les plantes parlaient. Elles émettent des sons. Quand une plante est bien arrosée, elle émet comme un petit bip, bip, bip. Et quand elle est mal arrosée, elle émet un bip, 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 bip. Comme si elle disait à ses copines et aux graines qui sont à côté, ne poussez pas là, il n'y a pas d'eau, ou venez par là parce qu'il y a de l'eau. Donc on voit vraiment entre ce réseau mycélien, cette communication des plantes et ces messages qui sont inscrits en nous de façon profonde et qui nous permettent de traduire le monde, eh bien qu'on peut nous-mêmes se diriger eh bien, vers cette gamme in vitro qui va mélanger cette réalité de ce que nous connaissons, une réalité digitalisée, une réalité qu'on va finalement travestir pour la rendre presque réelle. Cette culture in vitro, comme je disais, si j'ai un gamin, un peu l'idée si j'ai un gamin dans le métaverse, quoi. Tout simplement, je peux en faire ce que je veux, mais je vais faire croire que c'est mon enfant. Alors c'est pas mon enfant, mais pourtant c'est mon enfant. C'est un peu chelou, quoi. Voilà. Et ensuite de ça, de in vitro, donc on saute à ce que finalement là on a tenté de faire croire à quelque chose. Eh bien, le suivant sera le memento mori. C'est le souvenir en fait de cette époque d'avant. Souvenez-vous de l'abondance. Quand on aura tout cramé, qu'on ne pourra plus manger, qu'on ne pourra plus s'habiller, qu'on ne pourra plus respirer, on sera tous en train de se le dire. Souvenez-vous, avant on respirait, souvenez-vous, avant on buvait de l'eau, souvenez-vous, avant il y avait des fruits, souvenez-vous, avant ça poussait, au printemps, c'était beau. Ben voilà, c'est ça. Souviens-toi bien de l'abondance, retiens bien ces couleurs de coucher de soleil, retiens bien cette mer turquoise, retiens bien cette herbe verdissante, parce que demain, elle n'y sera plus et elle sera uniquement dans tes souvenirs. Ces champignons magnifiques, ces créatures de la forêt, tout ce que tu t'amusais à faire, comme tu jouais, comme tu étais heureuse, comme tu t'amusais finalement avec le plastique, et bien tout ça ne sera plus qu'un lointain souvenir, d'où cet esprit finalement un peu 70s, tourné de façon digitale, puisqu'on est toujours dans une projection future, des couleurs plus poussées, des couleurs plus accentuées, beaucoup plus pas de gradiente, mais de chromie à l'intérieur, pas de blanc, pas de naturel, vraiment que du digital, qu'une incision en fait de désir, de souvenirs heureux en fait de ce qu'on pouvait avoir avant, le blush vaniteux, le bêta-carotène, un itinéraire veineux, un sérum actif, une peau d'orange, tout ça c'était magnifique, cette argile et tout, mais tout ça, ça n'existe plus et finalement, eh bien, ce sera inscrit dans notre mémoire pour toujours et ad vitam. Et donc ce dernier thème, quelle serait éventuellement la solution pour demain? Comment on pourrait éventuellement faire? Il faudrait qu'on se remette grandement en question, qu'on regarde notre image monstrueuse en face. C'est un peu l'idée de cette image de Scotoma Lab. Est-ce qu'on est monstrueux ou est-ce qu'on est magnifique? On ne sait pas. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est attirant? Est-ce que c'est une personne d'hier ou d'aujourd'hui? Aucune idée. Qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'il y aura encore des éponges? Est-ce qu'il y aura encore des cellules? Est-ce qu'il y aura encore une culture? Est-ce qu'il y aura encore des fleurs qui poussent? Est-ce qu'on aura encore de l'eau? Est-ce que finalement les objets du quotidien ne deviendront pas les objets les plus précieux de demain? C'est vraiment toutes ces questions qu'on se pose et de se dire il faut freiner cette consommation. Il faut se calmer. Il faut arriver en paix en fait avec la nature, d'où cette gamme équilibrée d'une balance à la fois digitale et à la fois printanière, très poussée en lumière, mais qui va vraiment insuffler un courant positif, mais un courant positif qui ne va pas engranger, comme on l'a vu dans les gammes précédentes, à la consommation, comme on le voit dans des teintes non naturelles, mais vraiment vers un panel qui va essayer de plus en plus de transcrire une nature telle qu'elle nous est rêvée, une nature telle qu'elle nous est révélée. J'ai parlé de toutes ces découvertes scientifiques, technologiques actuelles, une nouvelle vision sur la nature. Et c'est bien ce qu'on a identifié en fait lors de la dernière saison. C'est que finalement nous faisions partie du problème, il fallait avec nos premiers sens redécouvrir, et c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers cette vie digitale, puisque peut-être il sera plus possible de vivre dans la vie physique, donc peut-être qu'on passera beaucoup plus de temps dans cette vie digitale.
Et j'ai perdu le fil. Et du coup, oui, que nos premiers sens, que notre nouvelle vie, que notre vie d'après, en fait, eh bien, elle se passera peut-être sans nous, elle se passera après nous, et que de toute manière, eh bien, après nous, il y aura quelque chose. Et même s'il n'y a rien de notre point de vue, puisque ce n'est pas nous, ce n'est pas la vie, il y aura quand même quelque chose, il y aura un après nous. Voilà, ici, l'ensemble des gammes de couleurs que nous avons vues ensemble et les deux sélections des Star Color de la saison. Deux, eh bien, je l'ai dit, comme dans beaucoup de ces thématiques, une dichotomie très opposée, une gamme très vive, naturelle, d'été, une plus éteinte, mais qui va quand même jouer avec ce digital. Des oppositions en fait digitalisées, poussées en chromie, qui vont vraiment illuminer la silhouette, qui vont vraiment faire transparaître la silhouette physique comme une silhouette digitale, mais qui va s'accompagner en fait de teintes beaucoup plus humaines, beaucoup plus de teintes de peau, de réflexion sur l'humain et sur toutes ces tons fanés en fait qui vont venir eh bien, mettre le contraste avec notre désir de vie et en même temps notre peur d'aller vers demain, notre peur de savoir ce qui va se passer après, de ce qui va se passer après nous. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez l'ensemble des références dans le book que vous trouverez sur l'ensemble des espaces de tendance, la transcription en textile de la saison à l'intérieur du book, que vous pouvez retrouver aussi en sélection sur le forum principal tout au fond du salon, et nos 4 ambiances mises en scénographie pour bien une meilleure pénétration dans l'esprit de la saison. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon Texworld à Paris. Merci beaucoup.